La performance, elle a un rôle. C'est-à-dire que quand il y a en fait, ça peut marcher quand il y a une crise ponctuelle. Bah voilà, le pompier qui a l'incendie, très bien. Là, c'est normal qu'il fasse de la performance. Un chirurgien, au moment où il fait l'acte chirurgical, il faut qu'il soit performant. Mais si on est dans un hôpital qui est performant du matin au soir, ben le chirurgien, il y a de très fortes chances que son hôpital soit suroptimisé. Et donc autour de la table, il ne va jamais trouver les 6 ou 7 personnes qui sont nécessaires à l'acte chirurgical. Parce qu'il n'y a pas assez de redondance, il n'y a pas assez de jeu dans les rouages. C'est tellement tout optimisé que c'est extrêmement fragile. Et donc en fait, la performance, ça marche seulement quand le monde est stable et abondant en ressources. Les parasites, par exemple, les parasites en général sont très performants. Ils sont très spécialisés, très optimisés. Souvent, c'est que des tubes digestifs. Ils n'ont plus qu'une seule fonction et ils sont branchés sur l'abondance de ressources. Donc là, ça marche. Donc moi, ce que je propose, en fait, c'est tout simplement de regarder l'autre facette du vivant. Donc ce sont les êtres vivants qui vivent dans des écosystèmes fluctuants, avec des pénuries chroniques de ressources. Et donc ce qui colle avec le 21e siècle qui nous attend, enfin, où on est déjà dedans en fait, on a déjà des pénuries. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans ces écosystèmes? On voit des êtres vivants qui développent leur robustesse. Alors la robustesse, il faut la définir. Donc un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc la robustesse, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Et donc cette robustesse, c'est juste une réponse, c'est la définition de la robustesse, mais surtout on sait comment font les êtres vivants pour être robustes, et c'est ça qui est incroyable. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants, au premier ordre. Et ce qui domine dans tous ces écosystèmes fluctuants, ce qui est la majorité des écosystèmes sur Terre, c'est la robustesse, parce que justement, ça fluctue trop. Quand ça fluctue beaucoup, quand on est très performant, c'est très fragile. On est très spécialisé, on s'est enfermé dans une voie étroite, le monde change et on dégage, quoi. Dans un monde fluctuant, il faut garder des marges de manœuvre, et donc comment on fait? En allant contre la performance. Il faut de l'hétérogénéité, des redondances, des incohérences, des erreurs, de l'imprécision, de l'aléatoire. Donc à chaque fois, quand on dissèque les réseaux du vivant, c'est ça qu'on trouve en premier. Des contre-performances qui augmentent l'espace de viabilité et donc qui absorbent les chocs extérieurs et qui ouvrent les trajectoires possibles. Donc il y a plein d'exemples. L'exemple que je prends souvent, c'est la température corporelle. Donc quand on est, nous les êtres humains, à 37 degrés, on peut considérer qu'on est en mode dégradé. Parce qu'à 37 degrés, nos enzymes ne sont pas au maximum de performance, elles ne sont même pas à l'optimum de performance. Notre système immunitaire n'est pas très performant à 37 degrés. À 40 degrés, alors là par contre, on a un système immunitaire qui est très performant, qui est vraiment boosté à fond et qui est à fond dans la performance. Mais on voit très bien, le truc, c'est qu'à 37 degrés, on a gardé des marges de manœuvre au cas où il y a une fluctuation, un pathogène qui passe. Et à 40 degrés, on est très performant, mais on est aussi, quand je dis on, c'est notre métabolisme, notre système immunitaire est très performant. Mais par contre, on fait l'expérience d'un burn-out. Parce que nos enzymes, notre système immunitaire est tellement performant qu'il est en train de se brûler. On ne peut pas rester plus de 3 jours en continu à 40 degrés. Après, c'est mortel, donc il faut revenir à 37 degrés. Là, on voit très bien où est le curseur dans le vivant. Si je prends le corps humain, l'essentiel de notre vie, on la passe à 37 degrés, donc qui est le mode robuste, et on va passer quelques jours dans sa vie à 40 degrés, qui est le mode performant. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre pour le monde qui vient. On va rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant sur le plan écologique, et ça c'est ce que dit le GIEC, mais c'est déjà ce qu'on vit, les méga-innovations, tout ça, les méga-feux et compagnie. Mais c'est sur le plan social, sur le plan géopolitique, je n'ai pas besoin d'épiloguer sur le plan géopolitique, c'est assez clair en ce moment. Donc c'est un peu l'heure des prédateurs, justement, les ultra-performants qui commencent à vraiment faire dérailler complètement le système. Donc quand ça commence à fluctuer comme ça, il faut absolument investir dans la robustesse. C'est la première leçon du vivant, quoi. Vous faites une différence entre résilience et robustesse. Alors, dans notre monde, la question de la résilience, c'est plutôt quelque chose duquel on est familier. Et vous faites une différence. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors c'est une différence sémantique, mais qui est du coup, à mon avis, intéressante pour justement aller au fond du sujet. Donc la robustesse, espace de viabilité qu'on augmente, maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. La résilience, c'est un mot qui vient du XVIIe siècle, ça décrivait l'écho, le son qui rebondit sur un mur. Donc c'est le retour à l'état initial, résilire en latin, rebondir. Et puis après, c'est devenu un peu du psychosocial, et puis surtout après, 19e siècle, physique, un objet, du matériau qu'on déforme et qui revient à l'état initial, au-delà de la fenêtre d'élasticité, mais qui revient à l'état initial. Donc tout ça, c'est de la résilience. Et puis aux États-Unis, on a pris la résilience en physique et on en a fait un peu un modèle psychologique, on va dire. On subit un traumatisme, comment on fait pour remonter la pente, notamment après la Grande Dépression aux États-Unis. Après, ça a été les séismes au Japon. Il y a plein d'exemples comme ça. On voit des exemples de résilience de ce type-là. Et puis, en fait,
après ça s'est généralisé, ça a été importé en Europe et ça a été après décliné dans le monde socio-écologique. Mais au fur et à mesure de l'importation, le sens s'est multiplié, donc il y a eu plein de sens de la résilience. Et c'est devenu, par exemple en socio-écologie, la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer. Alors là, c'est un abus de langage, parce que c'est plus rebondir. Si on se transforme, on part ailleurs. Et donc là, déjà, il y a un petit problème avec la résilience, c'est qu'elle est très polysémique. Il y a plein de sens associés. Alors l'autre problème aussi, c'est qu'il y a cette idée du rebond, de retour à l'initial. N'importe qui a subi un traumatisme sait qu'on ne revient jamais à l'état initial. Donc c'est pour ça que je préfère parler de robustesse, qui à mon avis est plus juste. La résilience, c'est une trajectoire où on tombe et on se relève. Et donc c'est encore une fois une fiction. L'antifragilité, c'est un peu pareil. C'est on tombe et on se relève plus haut. Alors, c'est carrément dystopique. Les échecs vont nous apprendre à vivre au mieux. Enfin, c'est vraiment complètement... Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Oui. Donc ça, c'est des trajectoires qu'on peut optimiser aussi pour tomber un peu moins bas, etc. Donc la robustesse, c'est pas une trajectoire, c'est un espace. Donc on élargit les bornes pour autoriser n'importe quelle trajectoire. Et donc, dedans, il y a la trajectoire résiliente. Dedans, il y a la trajectoire antifragile. Mais il y a aussi les oscillations, on descend comme ça, on remonte. Mais tant qu'on est dans l'espace de viabilité, il n'y a aucun problème. Et puis le jour où on dépasse les bornes, où il y a une rupture systémique, là, on se transforme. Et on se transformera beaucoup mieux si on a le potentiel suffisant, et donc si on a bien élargi notre espace de viabilité avant. Donc en fait, moi, je n'ai pas besoin du mot de résilience. Je comprends qu'on l'utilise maintenant, parce qu'il s'est popularisé, mais à mon avis, il n'est pas adapté. C'est ça. Et ce que vous introduisez là aussi, c'est la question du temps long, je trouve, qui est souvent mise de côté, où on est dans l'instant présent, il faut être là tout de suite, il faut résoudre, il faut répondre. Et en même temps, ce que vous amenez ici amène une autre question qui est celle du temps. Oui. Alors, sur le temps long, alors je vais être presque provoque. Le long terme, ça a été récupéré aussi par les avocats du court-termisme. C'est ça qui est incroyable. Notamment dans la Silicon Valley, il y a un mouvement qui s'appelle le long-termisme. Donc c'est par exemple Elon Musk et compagnie qui veulent aller sur Mars. Et si on vous propose un projet de long terme comme ça, c'est une excuse pour ne pas s'occuper des problèmes à court terme. Une fiction complètement délirante. Quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte, d'un point de vue symbolique, c'est vraiment vouloir mourir. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et donc se projeter dans le long terme, parfois, c'est prolonger la fiction du monde stable. C'est-à-dire qu'il y a un projet, là, linéairement, on va y arriver. Donc on a la même chose en politique quand on fait des projets à 2050, à 2030. En fait, quand on fait ça, très souvent, il ne se passe rien jusqu'en 2049, et puis en 2049, on panique. Alors, une façon beaucoup plus pertinente de voir les choses, c'est de se dire, et de l'observer, que le basculement du monde, là, que je vois venir, de la performance vers la robustesse, parce que le monde va devenir de plus en plus fluctuant, c'est pas une fiction, une utopie lointaine, c'est pas 2050, ça a déjà eu lieu. Donc c'est même pas du long terme, c'est dans le passé. C'est-à-dire que la décennie où le monde a monté en échelle en termes de robustesse, c'est entre 2010 et 2020. Dans cette décennie-là, il s'est passé plein de choses. Enfin, il y avait déjà des projets robustes avant, mais c'est là où c'est vraiment monté en échelle. Plein de projets, des fresques du climat, des ateliers d'automne, donc ça c'est plus pour les activistes, mais il y a aussi eu deux grosses fluctuations, une crise financière avant 2010, la Covid en 2020. En fait, ça a été les attaques terroristes, en fait, ça a été une décennie vraiment très intéressante où il y a énormément d'entreprises, d'associations, de territoires qui ont vraiment mis le holà sur la performance et ont commencé à basculer dans la robustesse. Donc quand on voit le monde comme ça, c'est à mon avis beaucoup plus intéressant parce qu'en fait on est déjà dans le monde robuste et le monde performant est un monde zombie. Il est mort. C'est juste, par exemple, c'est le capitalisme. Le capitalisme, on va dire avant 2010, c'était beaucoup un capitalisme qui était encore propriétaire. Capita, c'est la tête de bétail, donc c'est ça qui définit au cœur le capitalisme. Dans la décennie 2010-2020, c'est là qu'on voit l'explosion des voitures partagées, des vélos partagés, des ludothèques. Les médiathèques étaient déjà là, mais ça se développe encore plus. Les Repair Cafés, des ateliers bénévoles de réparation. Tout ça, c'est une économie sociale et solidaire, économie du partage, économie de la fonctionnalité, qui n'est plus propriétaire. Et donc ça se développe chaque fois un peu plus, et les communs, voilà, tout ça, ça s'est développé vraiment très fortement entre 2010 et 2020. Et donc ce monde-là ne va pas arrêter de grandir. Et il est déjà là. Et donc il faut plutôt voir le monde performant, qui est encore là, qui est très très fort, comme un monde qui est en train de s'écrouler. En fait, c'est là qu'il est l'effondrement. Et d'ailleurs, les collapsologues, donc les Pablo Servigne et compagnie, en ont parlé dans cette décennie, 2010-2020. Au moment où ils parlent de l'effondrement, il a lieu. C'est le monde performant qui s'est effondré dans la décennie 2010-2020.
Et il est encore en train de s'effondrer actuellement. Il reste quelques ultra-performants qui font beaucoup de bruit. Mais c'est la fameuse phrase, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La forêt qui pousse, c'est le monde robuste qui vient et qui est déjà là. On entend la robustesse, mais comment sortir de cette performance? Comment dialoguer quand vous arrivez avec des mots de fluctuation, redondance, hétérogénéité, lenteur, hésitation, incohérence, erreur et imprécision, inachèvement et imperfection? De ma casquette, je pourrais y voir une définition du processus thérapeutique, ou encore de ce que sont nos institutions. Mais on sent que de plus en plus, l'utilisation de ces mots sont des mots qui sont connotés péjorativement et qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir les faire entendre, de pouvoir les faire remettre à l'avant-plan avec des logiques beaucoup plus qualitatives pour arriver dans l'explication de ce qui se passe dans la relation avec les personnes, ce qui est le cœur de notre travail, où on doit pouvoir arriver avec des logiques chiffrées, de pouvoir rendre compte du chiffre. Quel est votre regard là-dessus ? Alors, le monde médical est un des secteurs où c'est le plus évident. Le monde robuste qui vient ne vient pas du cœur du système. Et ça, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Le cœur du système, ce sera le dernier à basculer de la performance à la robustesse. Les mondes robustes qui montent là, ce sont toujours les mondes à la périphérie. Donc les petites structures, les petites associations, des petites entreprises qui sont déjà soumises à des très fortes fluctuations et qui n'ont pas le choix. Parce que les fluctuations sont trop fortes, elles ne peuvent pas rester en mode performance, c'est bien trop fragile quand on sait canaliser, donc elles diversifient, elles explorent, elles ajoutent des redondances, etc. Mais ça, c'est des petites structures qui trouvent des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles sociaux, et donc c'est à la périphérie. Et donc ça ne m'étonne pas que le politique, souvent national d'ailleurs, plus que territorial, souvent les politiques territoriaux en général sont un peu plus sensibles aux fluctuations, voilà. Mais le national évidemment est trop loin, donc ils ne voient pas le problème. Et c'est pareil pour les organisations, les très grosses organisations, en fait ont encore une forme de matelas financier, une masse critique qui fait qu'il y a encore l'hypothèse ou l'idéologie du monde stable. Parce que le filet de sécurité, c'est cet énorme matelas financier, cette grosse structure qui donne l'impression d'une solidité. Alors qu'en fait, c'est un Titanic qui est en train de sombrer. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que on a une difficulté là. C'est que, en effet, ces mots-là, qui sont tous, en effet, ils paraissent négatifs. Par exemple, inefficacité. L'inefficacité, personne ne veut être inefficace. Alors, c'est là où il faut vraiment jouer sur les mots, en tout cas les travailler. L'inefficacité, par exemple, c'est quoi ? C'est l'innovation. Quand on fait de l'innovation, on veut trouver quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire qu'on ne veut surtout pas atteindre son objectif. On veut en ouvrir un autre, parce que sinon, si on a atteint son objectif, ce n'est pas nouveau, donc ce n'est pas de l'innovation. Donc l'innovation doit être inefficace. Et c'est une construction mentale de penser que l'efficacité est positive, parce que ça veut dire qu'on va toujours atteindre le même objectif, et donc on ne va jamais innover. Et donc il y a plein de mots comme ça, et c'est la rentabilité par exemple, un gros mot, parce que maintenant souvent dans les hôpitaux on parle de rentabilité. La rentabilité dans le monde stable de n'importe quelle organisation, elle est corrélée à sa performance. Ça, c'était ce qu'on apprenait dans les écoles de management, dans les écoles de commerce. Plus c'est performant, plus c'est rentable. Ça, c'est vrai jusqu'à ce qu'on rentre dans le monde fluctuant. Dans le monde fluctuant, les entreprises, les organisations qui sont très rentables, quand ça fluctue beaucoup, quand elles sont très performantes, elles ne sont plus rentables parce qu'elles vont se casser. Elles sont tellement optimisées, tellement spécialisées que quand il y a une grosse fluctuation, elles tombent. Elles ne sont pas capables de se réinventer, de se réadapter. Elles sont trop adaptées et donc trop peu adaptables. Donc dans le monde qui vient, dans le monde robuste qui vient, la rentabilité d'une organisation sera d'abord corrélée à sa robustesse. Et donc là, on a un levier. C'est qu'en fait, au lieu de dire que les services publics, par exemple, ou des services privés financés par le public ne sont pas des entreprises, à la limite, on peut inverser le truc et se dire, mais oui, non, au contraire, même les entreprises vont devoir devenir robustes. Donc, inutile de dire que les services publics ou les hôpitaux, ils vont aussi devoir devenir robustes. Le monde fluctuant touchera tout le monde, ça ne va pas s'arrêter aux portes de l'hôpital. Et donc, c'est vraiment mon conseil, en fait, ce serait de commencer par le monde fluctuant, de bien expliquer le niveau de fluctuation qui vient,
qui va vraiment nous surprendre. Enfin, déjà, ça nous surprend. Hein. Enfin, c'est en 2021, le Canada qui est à 50 degrés, hein, plus 15 degrés, hein, valeur aberrante. Quoi. Bah, ça, c'était ce qu'on prévoyait pour 2100. Hein. C'est arrivé en 2021. Et donc, on va prendre des fluctuations comme ça de plus en plus. C'est Verviers qui se fait inonder en 2021 de façon majeure, hein, par exemple. Donc, on a plein d'exemples comme ça et ça va augmenter pendant tout le 21e siècle. On en prend pour au moins 2 ou 3 siècles hein, de fluctuations et ça va augmenter comme ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir dans la robustesse. Et donc, si on commence par le monde fluctuant, d'un seul coup, on va se dire, si ça fluctue plus, il faut être plus robuste. Pour être robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance, il faut être plus adaptable. Et ça demande des inefficacités, des lenteurs, des hétérogénéités. Mais il faut peut-être le présenter avec d'autres mots. Hein. Mais en tout cas, le dire que le jeu dans les rouages, les marges de manœuvre seront indispensables dans un monde fluctuant.